Cette année, l'année thématique est venue un peu de soi. Étant donné les transformations actuelles, l'accélération de la transformation numérique, les incertitudes au niveau économique, il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte qu'on s'est vraiment posé la question comment est-ce qu'on pourrait aider les décideurs publics et les décideurs privés à mieux s'outiller eux-mêmes et outiller les travailleurs pour faire face à tous ces changements. Les décideurs publics, maintenant, ils devraient investir dans l'éducation et dans l'innovation. Parce qu'investir dans ces deux enjeux augmente le capital humain, augmente la croissance, la prospérité, la compétitivité et aide à réduire les inégalités. Alors, l'année thématique de Serrano, cette année, je trouve qu'elle a vraiment un thème qui va très bien avec le moment parce que la productivité est un problème qu'on a eu au Canada et au Québec depuis longtemps. Et je pense que les décideurs publics devraient s'y adresser vraiment sérieusement. Si on se demande le lien entre éducation, formation et productivité, ce lien-là est documenté depuis longtemps. Gary Becker a gagné un prix Nobel à ce sujet-là, le lien entre éducation et salaire, le modèle d'investissement capital humain. Mais la formation, c'est aussi un investissement capital humain, donc ça a un impact sur le salaire et la productivité. I mean, I think the first thing to realize, of course, is that productivity is the primary driver of wealth. It's what determines the resources that we as a society have to address the challenges that we face, whether this is climate change, whether this is dealing with poverty, all of the challenges that we as a society face, they will be resolved with the resources to which productivity is key. L'année thématique est une occasion pour nous de faire des liens entre différentes recherches qui ont lieu au Cyrano. Ça nous donne l'occasion d'établir des liens, de faire des connexions qu'on ne ferait pas normalement en regardant chacune des études de façon individuelle. C'est vraiment le rôle du Cyrano d'apporter des connaissances scientifiques, des résultats de recherche, des données probantes pour éclairer la prise de décision. Aujourd'hui, dans un contexte d'incertitude, de transformation, qu'elle soit numérique, climatique, tous les éléments qui peuvent faire modifier la société, on a besoin en fait de science pour nos décisions. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'efforts dernièrement pour améliorer l'accès aux données administratives, l'accès aux ensembles de données liées, administratives, enquêtes, c'est encore difficile de consulter ces données-là. Les procédures d'accès peuvent être longues et souvent, il y a des sujets qui sont d'intérêt pour les décideurs, mais il n'y a pas d'enquête ou de données administratives qui contiennent l'information sur ce sujet-là. Ça, c'est particulièrement le cas de tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle. Donc, la création de nouveaux ensembles de données qui va permettre de répondre aux questions qui intéressent les décideurs, améliorer la facilité d'utilisation des données existantes, je pense que ça va permettre d'améliorer les recherches pertinentes qui vont pouvoir être faites d'intérêt. On a fait beaucoup de travaux au Cyrano, mais on manque encore un peu de données quant à la formation offerte en entreprise, la formation offerte aux travailleurs, en quoi elle consiste et quels sont les effets. Est-ce que ça augmente vraiment les compétences des travailleurs? Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre l'importance que l'ensemble de la population, que peu importe le milieu d'où on vient, peu importe sa formation, peu importe, que chacun puisse avoir des opportunités d'apprendre, de s'outiller pour faire face à la transformation, pour faire face aux nouveaux défis, pour être capable de changer d'emploi aux besoins. Les travailleurs plus compétents permettent d'avoir des organisations dans la société plus productives, plus agiles, plus flexibles. On pourrait penser comme une analogie de sport, par exemple une équipe de hockey. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir juste quelques joueurs compétents. Si tu as une vedette qui marque de buts, mais elle est toute seule, là, tu ne vas pas gagner beaucoup de matchs. Et c'est similaire pour les entreprises. Alors vraiment, si le niveau total, pas juste des plus éduqués, mais de tous les travailleurs est plus élevé, d'éducation est plus élevé, ça rend l'organisation plus productive. Dans les derniers mois, j'ai travaillé beaucoup sur deux sujets. Premièrement, l'impact de la formation sur la productivité avec des données entreprises. J'ai montré que la formation informelle en cours d'emploi pouvait avoir autant d'impact sur la productivité des travailleurs que la formation formelle, plus structurée. J'ai aussi examiné l'impact de cette formation-là sur la performance de l'entreprise en matière d'innovation.
Montrer que les deux types de formation permettaient d'améliorer l'innovation, à la fois l'innovation au niveau des produits, l'innovation au niveau d'amélioration des procédés, et que dans ce dernier cas-là, ça demandait des investissements continus. Donc, c'est pas juste un investissement à un moment donné en matière de formation qui augmente l'innovation, mais si l'entreprise veut maintenir sa performance en matière d'innovation, elle doit investir de façon continue en formation. On parle beaucoup qu'il va y avoir des grands changements, des grands bouleversements dans le marché du travail, que les gens vont perdre leur emploi. Moi, je suis prudente avec ça. Le marché du travail s'adapte. So I think one of the challenges we face is to find ways of encouraging skill accumulation, education, training in our society at a time where maybe there are also many who don't want to go to long tertiary education and universities. So we need to think broadly about different forms of educations, apprenticeships, training programs. Une chose importante aussi entre l'éducation et le marché du travail et les généralités, c'est que l'éducation et la formation continue, c'est jusqu'à ce moment les seules canalisations que je vois pour avoir des chances d'opportunité pour toutes les personnes. So when we think about 1 in 6 Quebec boys not graduating from high school, the potential lost there is enormous, right? So that potential that shows up in the average statistics, but it also shows up in poverty statistics, so in the distribution of earnings, in the distribution of income. We think that the lost potential here between the rate at which boys graduate in Quebec as opposed to Ontario amounts at somewhere between 1 or 2% up to maybe 10% of the productive potential of the province. Crucially, a lot of that productive potential is lost among those at the bottom of the income distribution. So encouraging this population to complete high school, encouraging this population to then enter the labor market is probably the most effective and cost-effective way of reducing poverty in the province. On a trouvé que la plus grande part de la population est très stable. Ils restent longtemps dans leurs emplois, ils les perdent rarement. Mais on trouve qu'il y a un petit groupe, c'est peut-être un 5e de la population, qui a des histoires dans le marché du travail très turbulentes. Ils perdent souvent leur travail, ça leur prend du temps à en retrouver. Alors si on pense aux politiques sociales, c'est vraiment ces groupes-là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Now, how is that linked to inequality? Well, quite obviously, this group is going to be the group that experiences poverty. So if we manage to identify the reasons and the predictors of who enters into this group, then we can probably target policies to attach them to the labor market and thus both increase the overall resources available in our society and directly address inequality. C'est très difficile de savoir quelles sont les compétences du futur. On ne le sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas qu'est-ce que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis là, on parle de court terme. Donc, à long terme, c'est encore plus difficile d'imaginer. Une question qui est vraiment très importante pour tout le monde ces jours-ci, surtout pour les gens qui ont des enfants comme moi, c'est quelles sont les compétences du futur? Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne à mes enfants? Dans les dernières décennies, on pensait que c'était les maths, on pensait que c'était la programmation parce que c'était très valorisé dans le marché du travail. Ça change, parce que là, on voit que l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de ces tâches-là. Ce que les recherches passées ont montré, c'est que le marché de l'emploi est très résilient face aux changements technologiques. On a plusieurs avancées majeures en matière de technologie dont l'impact sur le marché de l'emploi a été bien documenté. L'arrivée de l'Internet, l'arrivée de l'ordinateur, l'arrivée du téléphone. À chaque fois, il y a des nouveaux emplois qui ont été créés qu'on n'aurait pas pu imaginer. À chaque fois, il y a des nouvelles tâches qui ont été créées. Et donc, les nouvelles tâches, les nouveaux emplois ont permis d'occuper assez de travailleurs pour qu'il n'y ait pas d'impact notable sur le taux de chômage, du moins à long terme. On voit que quand la technologie affecte les compétences des individus, ces individus, ils peuvent faire que les travailleurs qualifiés, ils peuvent être très demandés et ça augmente les écarts avec les travailleurs moins qualifiés. Et ce qu'on montre, par exemple, dans ces travaux plus récents, c'est que c'est grâce à l'éducation et à que
davantage les jeunes, ils sont en train de s'éduquer, il y a une démocratisation, un élargissement de l'éducation dans notre société, ces inégalités qui pourraient être plus accrues dues à la technologie, ils ont diminué les inégalités. Dans le contexte actuel de transformation numérique, on voit apparaître de plus en plus en fait l'IA et notamment l'IA générative dans les organisations. Donc, il est important de comprendre en fait à la fois le niveau de connaissance et de compétences des travailleurs, par exemple pour pouvoir mettre en place des politiques publiques qui permettent d'accompagner ces transformations. Mais c'est extrêmement important que l'ensemble des utilisateurs comprennent un petit peu ce qu'ils font, qu'ils comprennent tous les avantages qui peuvent être liés aux nouvelles technologies, mais également qu'ils soient conscients des risques qui sont associés. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand on parle d'innovation technologique, quand on parle de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus utilisée dans nos sociétés, dans les entreprises, entre autres. Il faut vraiment que les gens prennent conscience des risques qui y sont associés. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est une gouvernance responsable et une société qui prend des décisions ensemble et collectivement sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que si tout le monde ne s'éduque pas dans ces transformations qu'ils sont en train de faire, ça peut augmenter les écarts des inégalités. S'il y a une chose ironique dans le débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, c'est certainement le fait qu'on entend à la fois qu'il y aura bientôt plus d'emplois disponibles et qu'on est aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est difficile de réconcilier ces deux phénomènes-là. Il y a pénurie s'il y a plus de demandes par les employeurs que de travailleurs qui veulent travailler dans ce domaine. Non? Mais le nombre de travailleurs qui veulent travailler dans ce domaine, ça dépend des salaires, ça dépend des conditions de travail. Alors la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste une chose qui existe comme ça, c'est pas une catastrophe naturelle qu'on subit. Si on offre des conditions de travail meilleures, si on paye plus, on va attirer des employés et on peut éliminer la pénurie de main-d'œuvre à un coût. Hein? Je serais un peu conservatrice dans le sens que les personnes ils doivent faire ce qu'ils aiment et les bien faire. Mais ce qu'ils doivent prendre en conscience, c'est qu'ils vont devoir faire une formation continue et ils doivent être prêts à se transformer. N'importe quel métier on peut choisir, si on utilise tout notre outil pour devenir mieux, ça va être un succès.